La pluie soudaine au crépuscule a laissé la ville trempée et lugubre. Les gouttes de pluie glissant le long de la vitre de l'Uber semblaient retracer le malaise dans mon âme. J'ai traîné ma valise jusqu'à l'entrée de l'immeuble avec une petite bulle de joie montant en moi. J'avais terminé mon voyage d'affaires un jour plus tôt que prévu. Cet incroyable contrat difficile avait finalement été signé avec succès. Pendant 10 ans, je m'étais investi dans le travail, soutenant financièrement toute la famille, me transformant d'une fille fragile en une boss woman dans le monde des affaires. Tout ça pour que Kasha, mon mari, puisse marcher la tête haute devant les autres. Je m'étais promis que ce soir je cuisinerais un bon dîner réconfortant pour compenser tous les jours qu'il avait passés à manger des plats à emporter. L'épuisement du long vol semblait s'évanouir alors que j'imaginais son sourire quand il me verrait rentrer à la maison en avance. Cependant, mes pas se sont arrêtés net juste au moment où j'entrais dans le garage de stationnement familier, précisément à la place B15, un emplacement de choix que j'avais payé plus de $50,000 pour posséder. Sur cette place privilégiée, au lieu d'attendre ma voiture vide, reposait une rutilante Mustang rouge cerise. J'ai plissé les yeux pour vérifier la plaque d'immatriculation, et une sensation de malaise m'a parcouru comme un frisson. C'était la voiture d'Aneia, ma belle-sœur. Je me suis demandé, aujourd'hui, c'est mardi. Tavon, mon petit frère, supervise un chantier en périphérie. Aneia devrait être à son bureau ou chez ses parents. Pourquoi serait-elle venue jusqu'ici pendant les heures de travail? Une vague suspicion a surgi dans mon esprit, mais je l'ai vite écartée, me rassurant avec l'idée que peut-être elle était venue demander de l'aide à son beau-frère pour quelque chose d'urgent, ou simplement déposer quelque chose pour Tavon. J'ai traîné ma valise vers l'ascenseur. Le grincement des roues résonnait dans le silence du garage, étrangement aigu. À l'intérieur de l'ascenseur, j'ai observé mon reflet dans le miroir en acier inoxydable, une femme de 35 ans en tailleur impeccable, mais avec un visage qui montrait déjà la fatigue du temps, avec de profondes poches sous les yeux dues aux nuits blanches passées à préparer des projets. J'ai soupiré, me demandant si Kasha réaliserait à quel point j'avais vieilli, ou si pour lui j'étais toujours juste une machine infatigable à faire de l'argent. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au 18e étage. Le couloir était désert. Seuls mes pas sur le parquet pouvaient être entendus. J'ai marché sur la pointe des pieds vers notre condo avec l'intention de faire une petite surprise à mon mari. Je n'ai pas sonné à la porte ni utilisé la clé. J'ai simplement glissé mon doigt sur le scanner biométrique. La serrure s'est ouverte avec un léger clic, comme un soupir. La maison était submergée dans une tristesse silencieuse. Les rideaux tirés, l'air était imprégné de l'odeur d'huile essentielle de lavande que j'utilisais habituellement. Mais aujourd'hui, elle semblait mélangée à une autre odeur étrange et inconnue. J'ai enlevé mes talons juste au moment où j'allais l'appeler. Un son particulier venant de la chambre principale a formé une boule dans ma gorge. Ce n'était ni la télévision ni une conversation normale. C'étaient les gémissements haletants d'une femme mêlés à la respiration lourde et agitée d'un homme. J'ai figé, rigide, comme si quelqu'un avait versé du ciment sur moi. Le sang a semblé geler dans mes veines, puis bouillir et monter à ma tête. Retenant ma respiration, je me suis approché furtivement de la porte de la chambre légèrement entr'ouverte. Un petit filet de lumière filtrait de l'intérieur, assez pour voir ce qui se passait dans notre lit conjugal, sur les draps luxueux gris anthracite que j'avais moi-même changés avant de partir en voyage. 2 corps étaient entrelacés avec une passion débridée, et la femme n'était autre que ma belle-sœur, que j'avais toujours aimée et protégée comme une sœur. La voix de Kasha a résonné, rauque et chargée de désir. Chaque mot était comme une aiguille empoisonnée poignardant directement mon cœur. Tu es incroyablement pur, bébé. Pas comme ma vieille. La regarder ne m'excite même plus. C'est une femme aussi sèche qu'un bâton qui ne sait que faire de l'argent. Aneia a laissé échapper un gloussement. Sa voix était d'un enfantillage écœurant. Et pourtant, tu es mort de trouille d'elle. Et si elle revenait soudainement? Kasha a ri avec mépris. Peur de quoi? Elle a dit qu'elle revenait demain. Et si elle apparaissait, je lui dirais que tu es venu demander de l'aide pour réparer un tuyau. Cette femme stupide croit tout. Elle me croit aveuglément. Mes oreilles bourdonnaient. J'ai senti le sol s'enfoncer sous mes pieds. J'ai dû couvrir ma bouche fermement pour ne pas m'étouffer avec un sanglot. 10 ans de ma jeunesse, 10 ans de sacrifice. Et qu'ai-je reçu en retour? Le mot stupide et cette infâme trahison. La rage m'a consumé. Je voulais me jeter sur eux et détruire cette paire d'adultères. Mais la logique d'une femme d'affaires m'a retenu à la dernière seconde. Tremblante,
j'ai sorti mon téléphone de la poche de ma veste, activé le mode vidéo, et pointé l'objectif à travers la mince fente. 2 minutes. Je n'avais besoin que de 2 minutes pour enregistrer toute la vérité brute et sale. 2 minutes pour enterrer le mariage que j'avais autrefois vénéré. Quand j'ai fini d'enregistrer, je me suis retiré en silence, j'ai pris ma valise, j'ai fermé la porte d'entrée doucement, et j'ai quitté la maison comme un fantôme, emportant avec moi un cœur brisé. Je ne sais pas comment je suis sorti de l'immeuble. Je sais seulement qu'assise dans l'Uber, tout mon corps tremblait comme si j'avais la malaria. J'ai demandé au chauffeur de me conduire chez Michaela, ma meilleure amie et avocate, la seule personne en qui je pouvais avoir confiance à ce moment-là. J'avais peur que si je restais seul, je fasse quelque chose de fou ou que je m'effondre complètement. Michaela m'a reçu avec un air d'horreur, me voyant planté à sa porte avec une valise et un visage pâle sans une goutte de sang. Quand je lui ai montré la vidéo de 2 minutes, elle, connue pour son calme et sa perspicacité au tribunal, n'a pu s'empêcher de laisser échapper une malédiction pleine d'amertume. Michaela m'a serré la main fermement. Ses yeux brûlaient, mais sa voix était incroyablement ferme. « Zara, écoute-moi attentivement. Ne fais pas de scène sous aucun prétexte. Si tu le fais, tu perds. Tu perdras ta dignité et tes biens. Tu dois garder ton calme. Fais-les se ruiner eux-mêmes. Fais-les partir les mains vides. Compris ? » Les mots de Michaela ont été comme un seau d'eau glacée qui a rétabli un peu de ma lucidité. Elle avait raison. Je suis Zara, une femme qui s'est battue dans le monde des affaires pendant des années. Je ne pouvais pas laisser mes émotions me détruire maintenant. Ils avaient piétiné ma fierté, notre relation familiale et mon mariage. Je leur rendrais cette douleur multipliée par 10. Après m'être reposé quelques heures chez Michaela pour reprendre des forces, je me suis maquillé soigneusement pour cacher mes yeux gonflés et mon visage émacié. Puis, j'ai traîné la valise pour rentrer à la maison quand la nuit était complètement tombée. J'ai pris une profonde inspiration devant la porte, me disant que j'étais sur le point d'entrer sur une grande scène et que je devais être la meilleure actrice. J'ai ouvert la porte, cette fois en faisant du bruit exprès, et j'ai appelé fort, « Chérie, je suis à la maison. » Tu m'as tellement manqué. Il y a eu un silence bref et troublant, suivi du bruit de pas précipités. Kasha est apparue de la chambre, déjà vêtue d'un pyjama impeccable, mais avec ses cheveux encore quelque peu ébouriffés et une pointe de panique sur son visage qu'il n'avait pas réussi à cacher. Il a couru vers moi pour prendre ma valise, souriant jusqu'aux oreilles, bien que ses yeux ne cessent de scanner mon expression. « Waouh, tu n'avais pas dit que tu revenais demain ? Quelle surprise ! Pourquoi ne m'as-tu pas appelé pour que je vienne te chercher ?» J'ai souri, un sourire qui semblait horriblement faux en lui caressant le bras. Le projet s'est terminé plus tôt. J'ai changé mon billet pour revenir. Je voulais surprendre mon amour. N'es-tu pas content ? Kasha m'a serré dans ses bras avec un rire forcé. Bien sûr que je suis content. Ma femme qui rentre à la maison est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Tu m'as manqué à mourir. Son étreinte m'a donné un frisson, mais je suis resté immobile. Mon intuition féminine aiguisée a détecté quelque chose d'anormal immédiatement. Bien que Kasha ait ouvert toutes les fenêtres pour aérer l'endroit et ait probablement vaporisé la moitié d'une bombe de désodorisant, l'arôme doux et intense d'un parfum très spécifique flottait encore dans l'air. Coco Mademoiselle était la fragrance signature d'Aneia, et je lui avais moi-même offert ce flacon pour son anniversaire l'année dernière. Ce parfum était maintenant une preuve irréfutable, la preuve de sa présence dans cette maison, sur le corps de mon mari, et probablement dans mon propre lit. Je me suis éloigné de son étreinte, feignant l'épuisement, et je me suis dirigé vers la chambre. Je suis épuisé. Je vais prendre une douche et me coucher. En entrant dans la pièce, la première chose qui a attiré mon attention a été un ordre presque contre nature. Et ce qui m'a le plus surprise, ce sont les draps. Je me souvenais parfaitement d'avoir mis un ensemble de draps en tencel gris anthracite avant de partir. Mais maintenant, à leur place, se trouvait un ensemble en coton rose pastel bon marché que j'avais banni au fond du placard il y a longtemps. Je me suis tourné vers Kasha avec une expression de fausse surprise. « Et, pourquoi as-tu changé les draps ? Je venais juste de mettre les autres. » Kasha a sursauté et a bégayé pendant quelques secondes avant de donner une explication rapide. « Oh, oui. Cet après-midi, en regardant la télévision, j'ai renversé une tasse de café sur le lit et ça a tout taché. Alors, je les ai mis à laver. J'ai sorti ceci pour dépanner. » Un mensonge si maladroit que même un enfant l'aurait découvert,
mais j'ai juste hoché la tête avec un léger sourire. Waouh, tu es si maladroit. Eh bien, je les changerai encore demain. Je suis allé dans la salle de bain, j'ai verrouillé la porte et j'ai ouvert la douche à fond. Sous le jet d'eau, je n'ai pas pleuré. Je me suis regardé dans le miroir avec des yeux secs et froids. Dans le calme de la nuit, le tic-tac de l'horloge murale résonnait. Chaque battement sec comme un coup de marteau sur mon cœur saignant. Kasha dormait à côté de moi. Sa respiration était régulière. Ce large dos que j'avais autrefois considéré comme mon plus grand refuge me semblait maintenant étrange et terriblement froid. Je me suis recroquevillé sur le bord du lit, essayant de me faire aussi petite que possible pour ne pas effleurer sa peau. La sensation de dégoût que j'avais ressentie depuis l'après-midi était toujours collée à moi comme une couche de boue impossible à laver. Je suis resté allongé les yeux ouverts, fixant le plafond sombre, me demandant comment une personne pouvait changer autant en si peu de temps. 10 ans de partage de tout. Ne valait-il pas plus qu'un moment de plaisir fugace? J'ai attendu que l'horloge sonne 2 heures du matin. Les ronflements de Kasha sont devenus plus profonds et constants. Je savais que mon moment était arrivé. Retenant ma respiration, je me suis retourné avec des mouvements lents et prudents, comme une voleuse agissant dans sa propre maison. La lumière de la table de nuit éclairait le visage de Kasha. Il dormait paisiblement sans aucune trace de culpabilité ou d'inquiétude. Cela n'a fait qu'attiser la fureur en moi. Avec une extrême prudence, j'ai pris sa main, la même main que j'avais tenue fermement le jour de notre mariage. Maintenant, je l'ai utilisée pour déverrouiller son téléphone, qui était sur la table de nuit. L'écran s'est allumé, sa lumière bleuâtre projetant une lueur glaciale sur mon visage. Rapidement, j'ai baissé le volume et j'ai commencé mon investigation silencieuse. WhatsApp, Instagram, messages textes, tout était impeccable, comme une page blanche. Pas une seule trace, pas un message suspect. Cette propreté parfaite était la preuve de sa préparation méticuleuse. Mais je n'étais pas une femme naïve facile à tromper. Je connaissais trop bien les astuces des hommes qui veulent cacher des secrets. Je suis allé dans les paramètres de l'application à la recherche de dossiers cachés habilement déguisés en logiciel de gestion de travail et, bien sûr, une application de messagerie sécurisée est apparue qui nécessitait un mot de passe numérique. J'ai essayé sa date de naissance sans succès. Notre anniversaire de mariage n'a pas fonctionné non plus. Finalement, j'ai entré la date de naissance d'Aneia. L'écran s'est déverrouillé instantanément, révélant une avalanche de messages. Les images étaient si vulgaires que j'ai dû fermer les yeux pour réprimer la nausée. Mais ce n'était pas tout. Tremblante, j'ai accédé à son application bancaire, où je le laissais gérer ses dépenses personnelles en toute confiance. L'historique des transactions est apparu comme une sentence écrasante. Les chiffres dansaient devant mes yeux, et j'ai eu l'impression que quelqu'un me serrait le cœur. Virement de $52, concept, pour mon bébé. Virement de $13,000, concept, une vie à tes côtés. Ces chiffres, code d'amour entre adolescents, étaient maintenant utilisés par mon mari, un homme de 40 ans, pour séduire sa belle-sœur. Et le pire de tout, une transaction de la semaine dernière, un paiement par carte de crédit de $10,000 dans une bijouterie de luxe. Je me suis souvenu que ce jour-là, Kasha était rentré avec une mine d'enterrement, se plaignant que la compagnie allait mal, que les primes avaient été coupées, et qu'il ne pouvait pas me donner d'argent pour les dépenses du ménage ce mois-là. À ce moment-là, le plaignant, je l'ai cru pour qu'il ne se sente pas sous pression. Non seulement je ne lui ai rien demandé, mais je lui ai transféré de l'argent sur son compte pour qu'il soit plus à l'aise. Il s'est avéré que ma générosité et ma confiance lui avaient servi à détourner les comptes familiaux et à acheter des bijoux coûteux pour sa maîtresse. J'ai fait des captures d'écran de tout, chaque message, chaque virement. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Après avoir envoyé toutes les preuves sur mon propre portable et effacé toute trace de mon accès, j'ai remis son téléphone là où il était. Je me suis allongé, mais mon corps était gelé comme si je venais de sortir d'une chambre froide. Le lendemain matin, je me suis levé plus tôt que d'habitude et j'ai préparé un petit déjeuner complet comme toujours, mais mon cœur était complètement froid. Kasha est sorti de la chambre en s'étirant et en bâillant. Me voyant mettre la table, il a souri. Quelle femme travailleuse. Le petit déjeuner est déjà prêt. Je lui ai servi un bol de grits et l'ai placé devant lui. J'ai essayé de faire en sorte que ma voix semble normale, mais mes yeux, tranchants comme des couteaux, le scrutaient. Mange pendant que c'est chaud. Dis-moi, au fait, hier quand je suis rentré, j'ai vu la voiture d'Aneia garée à notre place.
Bizarre, non? Tavon n'était pas là. Que faisait-elle ici pendant les heures de bureau? Je pensais qu'elle serait au travail. Kasha, qui portait une cuillerée à sa bouche, a tellement sursauté que la cuillère est tombée avec un bruit sec dans le bol, éclaboussant la table. Son visage a pâli instantanément. Il s'est baissé à la hâte pour la ramasser, cachant sa nervosité. Oh, oui. Eh bien, je suppose qu'elle est venue déposer quelque chose pour Tavon. Je ne sais pas, honnêtement. J'étais coincé au bureau toute la journée. J'ai observé sa maladresse, ressentant une amertume indescriptible. Cet homme que je considérais autrefois comme mon tout n'était plus qu'un menteur maladroit et lâche. J'ai souri, un sourire fané. Oh, d'accord. Je pensais que tu saurais. Le portier m'a dit que sa voiture était garée là pendant longtemps, tout l'après-midi. Kasha est resté silencieux brusquement, mangeant la tête baissée, n'osant pas me regarder une seule fois. L'atmosphère du petit déjeuner est devenue dense, lourde, comme si une dalle écrasait nos poitrines. Après l'incident de la cuillère, Kasha est devenu beaucoup plus prudent. Il marchait sur la pointe des pieds, parlait à voix basse et me lançait constamment des regards furtifs. Chaque fois que je prenais mon téléphone, son corps se tendait. Il savait que la proie commençait à sentir le danger, mais le piège que j'avais tendu ne faisait que commencer à se refermer. Cette nuit-là, je suis rentré à la maison plus tard que d'habitude exprès, pour qu'il attende le dîner avec anxiété. Quand je suis entré, le dîner était froid, et il était assis sur le canapé avec une expression de malaise. Me voyant, il a sauté pour réchauffer la nourriture. Cette gentillesse excessive m'a semblé encore plus répugnante, car je savais que derrière cette fausse préoccupation se cachait un univers de culpabilité. Pendant le dîner, alors que je lui servais un morceau de poisson-chat dans son assiette, j'ai laissé tomber une question dans l'air, légère comme une brise. Chérie, tu dors mal ces derniers temps. Tu as mauvaise mine. Kasha a marqué une pause un instant puis a forcé un sourire. Eh bien, parfois, j'ai beaucoup de stress au travail. C'est un peu difficile de dormir. Pourquoi demandes-tu? J'ai posé mes couverts et je l'ai regardé droit dans les yeux. Mon regard n'était plus celui d'une douce épouse. Il contenait une suspicion vive. C'est juste qu'aujourd'hui, quand je suis allé éteindre la lumière, le portier m'a arrêté pour me demander quelque chose. Il dit que les nuits où j'étais parti, il te voyait partir avec la voiture au milieu de la nuit et revenir presque à l'aube. Je lui ai dit qu'il se trompait sûrement, que tu dors comme une bûche, mais il a insisté sur le fait qu'il avait vu la plaque d'immatriculation de notre voiture. Le visage de Kasha est passé du rouge au blanc pâle. Il a failli s'étouffer avec la bouchée qu'il mâchait. Il a attrapé le verre d'eau et a bu d'une longue gorgée pour se calmer. Ses yeux bougeaient sans arrêt, évitant mon regard direct. Des perles de sueur ont commencé à perler sur son front, même si la climatisation était réglée à 72 cirque-texte F. Ce portier, il est probablement vieux et il voit des choses. Où irais-je à ces heures-là? Quelle absurdité! Sa voix était devenue anormalement aiguë, un signe clair de quelqu'un qui se sent découvert et essaie de dissimuler la vérité. J'ai soupiré, feignant une préoccupation sincère, et j'ai posé ma main sur son front. Je lui ai dit ça aussi, mais il m'a décrit ça en détail. Il a dit que la voiture se dirigeait vers la périphérie. Je commence à m'inquiéter. Et si tu étais somnambule? J'ai lu dans le journal que beaucoup de gens stressés font des choses inconscientes la nuit et ne se souviennent de rien le matin. Et si on allait voir le médecin demain? C'est dangereux. Si quelque chose t'arrive sur la route, que deviendrais-je? Mes mots, chargés d'une sollicitude apparente, étaient en réalité des pinces resserrant son esprit terrifié. J'étais en train d'exécuter mon plan visant à lui insuffler la peur que ses escapades secrètes aient été découvertes, mais sous une apparence d'innocence. Kasha a repoussé ma main, visiblement contrarié, et s'est levé pour faire les 100 pas d'un côté à l'autre du salon. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Sûrement, ce n'est pas que je suis somnambule. Dernièrement, je suis très tendu. Je vais me réguler. Je vais boire une tisane et c'est tout. Pas besoin de dépenser de l'argent chez les médecins. J'ai suivi son dos du regard, souriant intérieurement. S'il s'accrochait à une excuse aussi ridicule que le somnambulisme, cela signifiait que la peur avait déjà vaincu son raisonnement. J'ai continué avec un autre coup psychologique. Eh bien, sois très prudent. J'ai entendu dire que si on réveille un somnambule soudainement, il peut subir un choc. Et le portier m'a aussi dit que l'une de ces nuits, il a cru voir ta voiture dans les environs de la maison d'Aneia.
Je suppose que tu étais inquiet qu'elle soit seule et que tu t'es arrêté pour voir comment elle allait, n'est-ce pas? Tu es si prévenant. Ma dernière phrase a été comme un coup de poignard fatal. Kasha est resté pétrifié. Il s'est tourné brusquement pour me regarder avec des yeux exorbités de panique. Quoi? Ce n'est pas vrai. N'écoute pas d'absurdité. Je vais dormir. J'ai mal à la tête. Sur ce, il s'est enfui vers la chambre comme un fugitif et a claqué la porte. Je suis resté seul devant le dîner à moitié terminé. J'ai pris une gorgée de soupe froide. Un goût amer s'est répandu dans ma bouche. Sa peur était exactement ce que je voulais voir. Je voulais qu'il vive dans une angoisse constante, incapable de manger ou de dormir en paix, tout comme moi à ce moment-là. Cette nuit-là, Kasha s'est tourné et retourné dans le lit sans pouvoir dormir. Il se retournait encore et ramassait occasionnellement son téléphone en secret pour taper un message qu'il effaçait rapidement. J'avais le dos tourné à lui, faisant semblant d'être profondément endormi, mais j'écoutais chacune de ses respirations laborieuses. Je savais que ces messages étaient pour Aneya pour la prévenir du danger et planifier une stratégie. Continuez de vous inquiéter, continuez de planifier, pensais-je, parce que plus vous vous débattez, plus vous vous enfoncerez dans la boue que j'ai préparée pour vous. La nuit a enveloppé la pièce, mais à l'intérieur de moi, une flamme de vengeance brûlait, éclairant les coins les plus sombres de ce mariage. Le lendemain matin, j'ai quitté la maison plus tôt que d'habitude sous prétexte d'une réunion importante. En réalité, j'avais rendez-vous avec le détective privé que Michaela m'avait recommandé. Le café, situé dans une ruelle tranquille, était complètement isolé de l'agitation de la ville. Le détective m'a tendu une épaisse enveloppe marron, me regardant avec un mélange de compassion et de pitié. J'ai pris une profonde inspiration et, les mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe. Bien que je me sois préparé mentalement, en voyant les photos à l'intérieur, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans la poitrine, une douleur qui m'a coupé le souffle. Il s'avère qu'il n'avait pas besoin d'attendre la nuit ou mes voyages d'affaires. Kasha et Aneya avaient transformé leur pause déjeuner en leur moment idéal pour des rendez-vous. Sur ces photographies nettes, ils étaient assis dans des cafés discrets, se tenant la main, se regardant avec la même passion que deux premiers amants. Sur une photo, Kasha essuyait la bouche d'Aneya avec tendresse. Le sourire sur son visage était si radieux et doux que j'en suis resté stupéfaite. Il ne m'avait pas souri comme ça depuis longtemps. Il y avait d'autres photos où ils entraient ensemble dans un motel payant à leur cachet dans une ruelle et en sortaient une heure plus tard l'air satisfait et les vêtements ébouriffés. J'ai parcouru les photos une par une. Chacune était la preuve irréfutable de l'infâme trahison des deux personnes les plus proches de moi. Non seulement ils me trompaient, moi et Tavon, mais ils piétinaient la moralité la plus élémentaire en plein jour. J'ai repensé aux fois où j'avais appelé Cassius à midi, et il chuchotait qu'il était en réunion ou qu'il faisait une sieste au bureau parce qu'il était épuisé. Il s'avère que son épuisement venait du fait de s'occuper de sa maîtresse. Le dégoût m'a envahi. J'ai eu la nausée en pensant que j'avais partagé un lit avec cet homme, que je lui avais fait confiance aveuglément. J'ai mis les photos dans mon sac, payé le détective et conduit jusqu'au bureau. J'ai passé toute la journée à travailler comme un automate, essayant de m'enterrer dans la paperasse pour ne pas penser à ces images sales. Le soir, en rentrant à la maison, Cassius a recommencé à jouer le rôle du mari exemplaire. Il est sorti me saluer avec enthousiasme, me demandant si j'étais fatigué, si je voulais qu'il prépare quelque chose de spécial pour le dîner. En voyant son visage hypocrite, j'ai juste eu envie de lui crier que je savais tout, mais je me suis retenu. Je suis un peu fatigué. Ce doit être le changement de temps. Dîne si tu veux. Je vais me reposer un peu. Cassius a semblé déçu, mais a insisté pour paraître attentionné. Il m'a suivi dans la chambre, s'est assis sur le bord du lit et a levé la main pour me faire un massage des épaules. Laisse-moi te faire un massage. Tu travailles trop pour cette maison. Dès que sa main a touché mon épaule, j'ai frissonné et je me suis éloigné comme s'il avait touché quelque chose de répugnant. Ma réaction instinctive l'a laissé paralysé, les mains suspendues en l'air. Non, chérie, j'ai très mal au corps. Ne me touche pas, laisse-moi m'allonger un moment, et ça passera. Je me suis dépêché de trouver une excuse, me couvrant avec la couverture pour cacher le dégoût dessiné sur mon visage. Cassius a retiré sa main avec une ombre de doute dans ses yeux qui s'est rapidement transformée en résignation. D'accord, eh bien, repose-toi. Je vais regarder la télévision pour te laisser dormir. Quand la porte s'est fermée, j'ai enfin pu relâcher ma respiration. Les larmes ont jailli, trempant l'oreiller.
Je ne pleurais pas pour lui. Je pleurais pour moi. Pour mes 10 années de jeunesse gaspillées avec la mauvaise personne. La sensation d'être trahi, d'être rabaissé, fait plus mal que n'importe quelle blessure physique. Elle rongeait mon âme petit à petit, me transformant d'une femme pleine d'amour en un iceberg. Cette nuit-là, Cassius est retourné au lit et a essayé de me serrer dans ses bras par derrière. Son souffle chaud sur ma nuque m'a donné la chair de poule. Ses mains ont commencé à me chercher, cherchant l'intimité, mais mon corps est devenu rigide. J'ai repoussé sa main fermement. Je t'ai dit que j'étais fatigué. Laisse-moi dormir. Cassius a soupiré profondément, s'est retourné et a marmonné quelque chose, clairement insatisfait. Je suis resté immobile, les yeux ouverts dans l'obscurité, écoutant ses ronflements. Mon cœur était un bloc de glace. Le contact physique avec lui était devenu une torture. Je ne supportais pas de partager un lit avec un homme qui venait de se rouler avec une autre femme, qui était aussi ma belle-sœur. La distance physique était le premier signe que ce mariage était cliniquement mort. Mais Cassius, dans son arrogance, croyant sa tromperie parfaite, n'avait toujours pas réalisé le danger qui planait sur lui. Il continuait de penser que ma fatigue était temporaire ou que j'étais en colère pour une bêtise. Il ne savait pas que j'accumulais des preuves, accumulant de la haine pour préparer le châtiment le plus terrible pour lui. Ses déjeuners, ses mains jointes en secret. Tout ferait partie de la sentence que je lui avais réservée. Et ce jour n'était pas loin. Avec la preuve de l'infidélité en ma possession, j'ai décidé de passer à la phase suivante de mon plan, en examinant la circulation sanguine de notre mariage, les finances. Je savais que Cassius accordait une importance énorme à l'argent. Il était avec moi en partie parce que j'étais le principal soutien économique de la maison, tandis que sa carrière était médiocre et dépendait de mon influence pour obtenir des contacts. J'avais besoin de confirmer combien d'argent familial il avait détourné pour soutenir sa maîtresse. Et plus important encore, je voulais voir sa réaction quand je le coincerais sur le sujet de l'argent. Un soir de week-end, j'ai préparé un dîner plus élaboré que d'habitude. Je lui ai servi un verre de vin et j'ai créé une atmosphère détendue et joyeuse. Lorsque Cassius était déjà un peu éméché, le visage rougi et parlant sans arrêt de plans grandioses, j'ai commencé à parler doucement. « Chérie, aujourd'hui je suis allé voir un terrain à la périphérie. C'est magnifique, un excellent emplacement, et le prix est une aubaine parce que le propriétaire a besoin de l'argent de toute urgence. Je pensais retirer nos économies communes pour verser un acompte. Ce serait dommage de laisser passer une opportunité comme celle-ci. » Pendant que je parlais, j'observais son expression de près. Exactement comme je m'y attendais, le sourire a été effacé de son visage instantanément. Le verre de vin qu'il tenait a tremblé légèrement. Ses yeux, obscurcis par l'alcool, sont devenus soudainement lucides et alarmés. Il a posé le verre sur la table, a dégluti avec difficulté et a bégayé. « Un terrain ? Le marché est gelé en ce moment. Acheter maintenant est ruineux. Et pourquoi veux-tu retirer l'argent si soudainement sans me consulter d'abord ? » J'ai souri avec une voix douce mais ferme. Précisément parce que c'est une aubaine. Je te consulte. L'argent à la banque ne donne presque pas d'intérêt. Investir dans un terrain est ce qui rapporte des bénéfices. Nous irons à la banque ensemble demain, d'accord ? Nous retirons environ $100 000, et nous verrons pour le reste. En entendant le chiffre de $100 000, son visage a changé de couleur et des gouttes de sueur ont commencé à perler sur son front. $100 000 ? Calme-toi un peu. C'est juste que, en fait. Il a hésité, ses yeux cherchant désespérément une excuse plausible. En fait, quoi ? J'ai insisté, mon regard perçant pénétrant sa conscience. Cassius a pris une profonde respiration et a lâché le mensonge que j'avais déjà anticipé. En fait, j'ai mis toutes les économies en bourse. Le marché s'est effondré, et je suis piégé. Je ne peux pas vendre maintenant. Si nous vendons, nous perdrons beaucoup, presque la moitié. Donne-moi un peu de temps pour voir si le marché se rétablit. L'excuse de la bourse, un classique des maris qui dépensent l'argent de la famille en secret. Je savais parfaitement qu'il n'avait jamais investi en bourse, ou s'il l'avait fait, c'était avec des montants insignifiants. Je savais par mes propres enquêtes qu'il avait retiré cet argent petit à petit, le transférant sur un compte secret à partir duquel il s'écoulait dans les poches d'Anya, ou était utilisé pour payer les versements d'un petit appartement au nom de sa mère. Mais j'ai fait semblant de le croire, soupirant avec un air de déception. Mon Dieu, pourquoi fais-tu ces choses sans me le dire ?
C'est l'argent que nous avons économisé pendant des années, et maintenant tu dis que nous avons perdu la moitié. C'était très imprudent. Voyant que je semblais l'avoir cru, Cassius a soupiré de soulagement et a pris ma main pour se justifier. Je voulais juste gagner un peu plus pour notre avenir. Vraiment, je ne m'attendais pas à avoir si peu de chance. Allez, ne sois pas fâché. Je promets que dès que je récupère ce qui a été investi, je retirerai tout et je te le donnerai à gérer. D'accord ? J'ai regardé son visage implorant et lâche, ressentant un mépris immense. L'avenir dont il parlait était en fait le sien et celui de sa maîtresse, construit sur ma sueur et mes larmes. J'ai retiré ma main et je me suis levé froidement pour débarrasser les assiettes. Bien, débrouille-toi, mais sache que je ne pardonnerai pas de perdre cet argent. Je laisserai passer cette fois, mais ne me laisse pas découvrir que tu me caches autre chose. Je lui ai tourné le dos et je suis allé à la cuisine, le laissant assis là avec une expression de soulagement mêlé de malaise. Il pensait qu'il m'avait trompé, qu'il s'en était sorti, mais il ne savait pas que cette excuse de la bourse venait de sceller sa sentence. J'avais déjà confirmé ce que j'avais besoin de savoir. L'argent avait disparu, et la confiance s'était épuisée. La trahison était maintenant totale, englobant le corps, les sentiments et les finances. Il avait pris tout ce qui était à nous pour alimenter une relation illicite. Cette nuit-là, en écoutant les ronflements de Cassius, mon esprit n'abritait plus de plan de réconciliation. À la place se trouvaient des chiffres, des démarches légales pour récupérer ce qui m'appartenait. Je récupérerais mon argent jusqu'au dernier centime, et le prix qu'il paierait ne serait pas seulement monétaire. Il inclurait l'honneur et la carrière qu'il convoitait tant. Ce week-end-là, un vent froid du nord a apporté l'hiver avec lui, se faufilant dans tous les coins de la ville. Mais le froid du temps ne pouvait se comparer à la glace dans mon cœur. Mes parents ont appelé, disant qu'il y avait longtemps que nous ne nous étions pas tous réunis, et ils voulaient que nous venions déjeuner pour nous réchauffer. J'ai accepté immédiatement. Dans mon esprit, je calculais déjà que ce serait la scène parfaite pour le prochain acte de ma pièce. Quand Cassius et moi sommes arrivés, Tavon et Anya venaient aussi d'arriver. Tavon, comme toujours, simple, dans une veste en jean usée et les mains rugueuses par le travail de construction, portait plusieurs sacs de fruits pour mes parents. En voyant mon frère, si travailleur et au bon cœur, et puis Anya à ses côtés, j'ai ressenti un pincement de douleur et de rage. Anya était spectaculairement habillée aujourd'hui, très différente de son apparence habituelle. Elle portait une robe en laine moulante qui mettait en valeur ses courbes, un manteau de couleur crème et un maquillage parfait qui soulignait sa beauté. Mais ce qui a le plus attiré mon attention n'était pas son apparence, mais l'objet brillant sur son cou sous la lumière du salon. C'était un collier en or blanc avec un petit diamant qui dégageait une lumière captivante et chère. Je l'ai reconnu instantanément. C'était le résultat de cette transaction de $10 000 à la bijouterie de luxe que j'avais vue sur le relevé bancaire de Cassius. L'argent qu'il m'avait dit ne pas avoir parce que sa prime avait été coupée. Le repas s'est déroulé dans une ambiance animée. Mes parents étaient heureux de voir toute la famille réunie. Tavon n'arrêtait pas de servir de la nourriture à sa femme, d'éplucher des crevettes pour elle, la regardant avec un amour et une fierté débordants. Mon frère naïf ne savait pas que la femme qu'il soignait avec tant de dévouement portait autour du cou la preuve d'une trahison achetée avec la sueur et les larmes de sa propre sœur et de son beau-frère. J'ai avalé la nourriture comme si c'était des pierres, avec une boule dans la gorge, mais j'ai continué à sourire avec le sourire le plus serein que je pouvais simuler. Quand tout le monde eut mangé et était détendu, j'ai posé mes couverts et, comme si je venais de le découvrir, j'ai regardé Anya et me suis exclamé avec admiration, « Quel beau collier, Anya ! On voit d'1 kilomètre que c'est de la bonne qualité. Ce design est très tendance. Tu viens de l'acheter ? » Ma question était comme une pierre jetée dans un lac calme, créant des ondulations sur toute la table. Tous les regards se sont tournés vers le cou d'Anya. Cassius, qui était à côté de moi, s'est figé avec son verre à la main. Son visage a perdu sa couleur. Il s'est penché, toussant pour cacher sa panique. Anya a sursauté et a instinctivement porté sa main à son collier. Elle a regardé rapidement Cassius, cherchant de l'aide, mais n'a trouvé que sa lâche évasion. Elle a bégayé, son sourire devenant forcé et étrange. « Pas du tout, Zara. Ceci est un bijou fantaisie. Je l'ai acheté en ligne pour le plaisir. C'est super bon marché. Où est-ce que j'aurai l'argent pour acheter quelque chose de vrai ? Vraiment ? Ai-je m'exclamé avec un ton de fausse déception, mais avec un regard froid comme l'acier. Oh eh bien, on aurait dit un vrai diamant avec cet éclat.
Mais il te va parfaitement. Ça te donne un air très élégant, n'est-ce pas, Tavon? Tavon, qui était en train de manger, a levé les yeux et a souri jusqu'aux oreilles, hochant la tête. Oui, tout va bien à ma femme. Je lui dis de ne pas porter trop de faux bijoux, de peur qu'elle n'ait une allergie, mais elle adore ça. La réponse innocente de Tavon m'a fait encore plus mal. Anya a soupiré de soulagement, voyant que son mari ne se doutait de rien, mais elle n'osait pas me regarder dans les yeux. Je me suis tourné vers Cassius et je lui ai tapoté l'épaule avec un ton doux mais plein d'intention. Regarde, chérie, ta belle-sœur est belle même avec des bijoux fantaisie, et moi, par contre, je ne porte jamais rien. Pourquoi ne m'en achètes-tu pas un comme ça un de ces jours? J'adore ce style. Cassius a sursauté. Des gouttes de sueur perlaient sur son front malgré le froid. Il a ri nerveusement. Sa voix a tremblé. Oui, oui. Je vais voir si j'ai de l'argent, et je t'en achèterai un. Allez, mange. La soupe devient froide. J'ai observé le tableau pathétique des deux traîtres, souriant intérieurement. Continuez de jouer. Continuez de mentir. Ce collier est peut-être faux dans les mensonges d'Anya, mais votre culpabilité était réelle. Votre audace était réelle. J'ai mis un morceau de poulet sur l'assiette de Cassius avec le geste affectueux d'une épouse dévouée. Mais dans mon cœur, l'amour d'une femme était mort à l'instant où j'ai vu la peur dans ses yeux. Les jours suivants, j'ai maintenu une attitude étrangement calme, mais à l'intérieur je calculais méticuleusement mon prochain mouvement. Je savais qu'attaquer leurs finances ou leurs sentiments n'était pas suffisant. Je devais frapper là où ça faisait mal à Cassius, sa fierté, sa réputation. L'occasion est arrivée lorsque son entreprise a organisé le gala annuel d'appréciation des clients. C'était un événement important auquel assistaient tous les cadres avec leurs conjoints. Et bien sûr, moi, en tant qu'épouse d'un chef de département, j'étais invité pour maintenir les apparences. J'ai choisi une élégante robe de soirée bleu marine et un maquillage séduisant. Je voulais être éblouissante, non pas pour regagner l'attention de Cassius, mais pour que tout le monde puisse voir à quel point l'épouse qu'il trompait était parfaite. À la fête, au milieu de la musique douce et de l'éclat des lustres, j'ai rapidement identifié ma cible, Madame Caldwell, la femme du directeur adjoint. Madame Caldwell était connue pour être le haut-parleur de l'entreprise, une femme qui aimait les commérages et cherchait toujours des nouvelles juteuses pour animer son thé de l'après-midi. Avec un verre de vin à la main, je me suis approché d'elle pendant qu'elle montrait sa nouvelle bague en émeraude. Après quelques minutes de bavardage trivial sur la mode et la beauté, j'ai soupiré avec un air de mélancolie. Madame Caldwell, astucieuse, l'a remarqué immédiatement, s'est penchée et a chuchoté avec curiosité, « Qu'est-ce qui ne va pas, Zara? Tu n'as pas l'air très heureuse. Est-ce que le brave Cassius t'a fait quelque chose? » J'ai regardé autour de moi comme si je craignais que quelqu'un nous entende, et je l'ai conduite dans un coin plus discret, parlant à voix basse avec un ton de confiance et d'inquiétude. « Oh, Madame Caldwell, je vous le dis parce que je vous considère comme une sœur. S'il vous plaît, ne le dites à personne. C'est tellement embarrassant. » Les yeux de Madame Caldwell se sont illuminés comme des phares. Elle a hoché la tête à plusieurs reprises. « Ma fille, bien sûr. Juste entre nous. Mes lèvres sont scellées. Ce que vous me dites va dans la tombe avec moi. » J'ai mordu ma lèvre, hésitant un instant avant de parler. C'est juste que dernièrement je suis très inquiète. Les jours où je voyageais, le portier de mon immeuble m'a dit qu'il avait vu la voiture de mon mari partir à l'aube et revenir presque au lever du soleil. Et le plus étrange, c'est qu'il y avait toujours une femme sur le siège passager. Je fais confiance à mon mari aveuglément. Il est très bon et un peu ennuyeux, mais j'ai entendu des rumeurs. Ils disent que la silhouette de cette femme était très familière, qu'elle ressemblait à ma belle-sœur. Madame Caldwell est restée bouche bée. Elle a failli laisser tomber son verre de vin. Elle a bégayé. « Quoi? Votre belle-sœur? Mais êtes-vous sûr? Quel scandale! » Je me suis dépêché de faire des gestes de la main avec un visage paniqué comme si ça m'avait échappé. Oh non, ce ne sont que des rumeurs. Sûrement que les gens se sont trompés. Ou peut-être que Cassius l'emmenait quelque part en chemin. Ils sont de la famille. S'il vous plaît, ne pensez pas mal de lui. Je suis juste inquiète que des mauvaises langues lui fassent du mal à l'entreprise. Plus je le défendais, plus Madame Caldwell était convaincue de la conspiration. Elle m'a tapoté le bras avec un air de compassion mêlé à l'excitation d'avoir un scoop. « Oh, ma pauvre enfant. Vous êtes si bonne. Vous êtes naïve.
En ces temps, on ne peut faire confiance à personne, et encore moins quand le feu est près de la paille. Ne vous inquiétez pas. Je vais garder un œil pour voir s'il y a une traînée qui rôde autour de votre mari. Les larmes aux yeux, je les remerciai tout en souriant intérieurement avec dédain. Je connaissais parfaitement Madame Caldwell. Dès que je me retournais, elle embellirait l'histoire et la raconterait à au moins 10 autres personnes pendant la fête, en commençant par son classique « Je vais vous dire quelque chose, mais ne le dites à personne ». La rumeur se répandrait comme un vent toxique, semant le doute et le mépris sur la tête de Cassius. Cette nuit-là, alors que je marchais bras dessus bras dessous avec mon mari, recevant des compliments sur à quel point nous avions l'air heureux et bons, je sentais les regards et les chuchotements derrière nos dos, les ricanements chargés de double sens. Cassius, ignorant de tout, souriait et portait des toasts, ne sachant pas qu'une tempête d'opinion publique se formait au-dessus de lui, et que la personne qui l'avait déclenchée était sa propre femme. La sensation d'utiliser les mauvaises langues du monde pour punir un traître était à la fois cruelle et étrangement satisfaisante. Tout comme je l'avais prévu, le vent toxique de la rumeur a fait effet à une vitesse vertigineuse. Quelques jours après la fête, l'atmosphère à la maison est devenue suffocante. Cassius est rentré du travail en fronçant les sourcils, jetant sa mallette sur le canapé avec rage. L'odeur forte d'alcool qui émanait de lui était indéniable. Moi, qui lisais, je posai le livret, feignant l'inquiétude, je courus lui retirer sa veste. « Tu as bu ? Pourquoi autant aujourd'hui ? Il s'est passé quelque chose au bureau ?» Cash repoussa ma main et se laissa tomber lourdement sur le canapé, desserrant sa cravate comme s'il était étranglé. Il grogna. « PFFF, cette bande de vieilles commères qui inventent toujours des choses pour salir le nom des gens. » Je lui servis un verre d'eau citronnée et m'assis à côté de lui frictionnant le dos, agité par la colère. Ma voix était l'innocence incarnée. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ? Qui a dit quelque chose sur toi ? Dis-moi. Qui ne doit rien ne craint rien. Si nous vivons avec une conscience claire, que nous importe ce que disent les autres ? » Cash se tourna pour me regarder avec des yeux injectés de sang. Il m'observait intensément, comme s'il essayait de deviner si je savais quelque chose, ou si je faisais partie des commérages. Mais mon visage ne reflétait que l'inquiétude et une confiance absolue, ce qui le fit baisser les yeux et soupirer. « Tu ne sais rien. Ils disent ça par là. Ils disent que j'ai une liaison. Et en plus, avec. Il vaut mieux que tu ne l'entendes pas. Tu te salirais les oreilles. Ils sont jaloux. Puisqu'ils savent que je suis sur le point d'être promu directeur adjoint, ils essaient de me couler. » Intérieurement, je souris. Alors, toi aussi tu sais ce que ressentent la douleur et l'humiliation quand les gens chuchotent dans ton dos. Je continuai à jeter de l'huile sur le feu avec mon ton doux habituel. Oh là là, qui peut contrôler les mauvaises langues ? C'est sûrement parce que tu es de tout le monde et que tu es très séduisant, et les gens t'envient. Mais ne réagis pas si brusquement. Plus tu te défends, plus ils croiront que c'est vrai. Ignore-les et continue ta vie. Si tu es innocent, personne ne peut rien te faire. Ma phrase, plus tu te défends, plus ils croiront que c'est vrai, fut comme une aiguille plantée dans un point sensible. Cash sursauta, se retourna et marmonna, « Oui, je n'ai rien fait, donc je n'ai rien à craindre. » Ça m'énerve juste. Mais je vis clairement sa main trembler, non pas de rage, mais de peur. Il avait peur que la vérité éclate, que les rumeurs ne soient pas seulement du vent, mais la fumée précédant le feu. Cette nuit-là, Cash ne dîna pas. Il s'enferma dans la salle de bain et laissa couler l'eau longtemps, comme s'il voulait se laver des paroles sales qui s'étaient collées à son corps. Depuis le salon, écoutant le bruit de l'eau, je ressentais une étrange indifférence. Il souffrait parce que son honneur avait été sali. Mais pensait-il à mon honneur ou à celui de Tavon lorsqu'il commettait ses actes dépravés ? Il me méprisait parce que j'étais une femme qui ne s'occupait que de la maison. Mais c'était cette même femme qui, pas à pas, serrait le nœud coulant autour de son cou. Et il croyait encore que c'était une étreinte affectueuse. Tard dans la nuit, alors que Cash dormait déjà profondément sous l'effet de l'alcool, son téléphone sur la table de nuit s'éclaira, un message. Je jetai un coup d'œil, et sans avoir besoin de le déverrouiller, je lus le texte bref sur l'écran de verrouillage, « J'ai tellement peur. Les gens me regardent bizarrement. Et si on arrêtait tout ?» C'était un message d'Aneia. Je souris avec dédain. Leur alliance diabolique était plus fragile que je ne le pensais. Un peu de pression sociale, et elle commençait déjà à se fissurer. Je n'effaçai pas le message. Je le laissai là pour que Cash le lise à son réveil,
pour qu'il voie que sa petite maîtresse tremblait aussi, et que lui, le supposé homme, courait le risque de tout perdre. Son ivresse de cette nuit pouvait l'aider à oublier la réalité un instant, mais demain, au réveil, le vrai cauchemar n'aurait fait que commencer. J'éteignis la lumière. L'obscurité inonda la chambre, mais dans mes yeux, le chemin à parcourir était plus clair que jamais. La pression des rumeurs n'enleva pas seulement le sommeil à Cash, mais affecta aussi profondément Aneia, le maillon le plus faible de cette histoire. Grâce aux informations du détective et à son comportement dans le groupe de discussion familiale, je réalisai qu'Aneia était au bord de la crise de panique. Elle commença à agir étrangement. Elle se connectait tard le soir. Elle postait des statuts vagues et mélancoliques sur la vie et la solitude et les effaçait quelques minutes plus tard. Chaque nuit vers 1 ou 2 heures du matin, quand Cash pensait que je dormais, il se faufilait dans la salle de bain avec son téléphone. Cependant, ses murmures m'atteignaient dans le silence de la nuit. J'entendais l'irritation dans sa voix et les sanglots à l'autre bout du fil. Aneia le tourmentait. Elle avait peur des regards de ses collègues, peur de l'amour inconditionnel de Tavon. Bien qu'elle portât une immense culpabilité, elle voulait que Cash prenne ses responsabilités, la protège, ou au moins lui donne une garantie quelconque. Pour lâcher la pression, Aneia se lança dans une spirale d'achats compulsifs. Le détective m'envoya des factures de marques de luxe et de produits cosmétiques coûteux qu'elle payait sans sourciller. Je savais que cet argent ne venait pas de son modeste salaire, ni de ce que lui donnait Tavon, mais des économies que Cash lui glissait en secret. En voyant les chiffres de ce rapport financier secret, je ressentis une douleur aiguë. L'argent que j'avais gagné avec tant d'efforts était devenu le tranquillisant d'une femme adultère. Mais ce qui attira le plus mon attention, ce ne furent pas les luxes, mais une photo que le détective avait prise l'après-midi précédent. Aneia, portant un masque, d'énormes lunettes de soleil et un regard furtif, entrait dans une clinique gynécologique privée cachée dans une petite ruelle. Elle resta à l'intérieur pendant presque 1 heure et en sortit le visage défait, serrant son sac contre son ventre comme si elle cachait un terrible secret. Mon intuition de femme me dit qu'une tempête bien plus grande que tout ce qui avait précédé était sur le point d'éclater. La visite d'Aneia chez le gynécologue à ce moment délicat, ajoutée à sa panique et aux appels tardifs, ne pouvait pointer que vers une seule chose. Elle avait un as dans sa manche, une arme qui pouvait tout détruire ou sauver sa situation. Une petite vie était en formation. Je m'assis sur le canapé, observant le ciel nocturne, noir et sans étoiles, et un frisson me parcourut l'échine. Si Aneia était vraiment enceinte, et que l'enfant était celui de Cash, la tragédie de cette famille atteindrait son paroxysme. Que adviendrait-il de Tavon et de mes parents? Comment affronterais-je une vérité aussi cruelle? Mais je serrai les poings, mes ongles s'enfonçant dans ma peau. Quoi qu'il arrive, je ne pouvais pas m'effondrer. J'étais allé trop loin pour faire marche arrière. Si elle comptait utiliser ce bébé comme un bouclier pour faire pression sur Cash ou pour lier Tavon, je transformerais cet enfant en la corde qui les pendrait tous les deux. J'attendrais. J'attendrais qu'elle montre ses cartes, et ensuite je montrerai à tous le visage répugnant de ceux qui invoquent l'amour pour commettre des actes méprisables. L'orage se rassemblait. Le ciel lourd semblait sur le point de s'effondrer, annonçant un lendemain turbulent. Je fermai les yeux, pris une profonde inspiration et me préparai au prochain coup, un coup appelé Eulien du sang. Ce week-end, une fine pluie froide tombait sur la ville. Le froid du début de l'hiver s'infiltrait jusqu'aux os, mais à l'intérieur de la petite maison de mes parents, l'atmosphère était chaleureuse. Cela sentait la cuisine maison, et on entendait des rires. Mes parents, gens de la campagne, simples et travailleurs, ne souhaitaient que voir leurs enfants heureux, alors chaque fois que nous nous réunissions, ils se surpassaient en cuisine sans laisser personne les aider. J'étais dans le salon, épluchant des fruits. Mais mes oreilles étaient attentives à tout, et mon regard ne quittait pas Aneia, qui était assise recroquevillée dans un coin du canapé, le visage pâle et les cernes des nuits sans sommeil. Le déjeuner fut servi avec toutes les délices que ma mère avait préparées depuis le matin, poulet rôti, ragoût de bœuf, jambon et bon vin. Tavon, mon frère, avec son insouciance habituelle, n'arrêtait pas de servir sa femme, lui racontant des anecdotes de travail et des projets d'avenir. Il la regardait avec un amour et une confiance absolue. En le voyant, mon cœur se serra. C'était comme regarder un enfant innocent jouer au bord d'une falaise. Soudain, Aneia posa ses couverts sur la table. Le bruit métallique et aigu coupa la conversation. Elle se couvrit la bouche, hésita un instant, et après avoir pris une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage, dit d'une voix tremblante, « Maman, papa, tout le monde,
j'ai quelque chose à vous annoncer. Tout le monde se tut, les regards fixés sur elle. Aneya regarda Cash du coin de l'œil. Mon mari. Ce regard contenait un mélange de supplique et de menace. Puis elle baissa la tête et murmura, je suis enceinte. Ces mots furent comme une bombe atomique tombée sur la table, créant un silence sépulcral qui explosa en un tourbillon d'émotions contradictoires. Tavon resta paralysé quelques secondes puis cria de joie, sautant pour embrasser sa femme. Mon Dieu, vraiment? Je vais être père. Papa, maman, je vais être papa. Mes parents étaient rayonnants. Ma mère, les larmes aux yeux, joignit les mains et remercia les ancêtres. Elle servit rapidement à sa belle-fille une assiette de ragoût chaud. Mange, ma chérie. Mange pour que mon petit-fils grandisse fort. Pas étonnant que je te trouve si pâle ces derniers temps. Au milieu de cette euphorie, seules 3 personnes ressentaient quelque chose de différent. Aneya força un sourire, une grimace qui ressemblait à des pleurs. Elle porta sa main à son ventre, non pas pour le protéger, mais comme si elle s'accrochait à une dernière bouée de sauvetage. Moi, je restais immobile comme une statue, observant tout avec un regard frigide. Mais celui qui réagit le plus violemment fut Cash. En entendant les mots « Je suis enceinte », son visage perdit toute couleur. Les couverts tombèrent de ses mains, faisant un bruit strident au milieu des félicitations. Il fixa Aneya avec des yeux exorbités de panique et de terreur, bégayant des mots inintelligibles. Tavon, trop heureux pour s'en apercevoir, se pencha pour ramasser les couverts pour lui, en riant. « Beau-frère, es-tu si heureux que tes mains tremblent? Tu devais sûrement vouloir vraiment être oncle, toi aussi. » Cash sursauta et en prenant les couverts, tenta d'esquisser un sourire plus pathétique qu'un gémissement. « Oui. Oui, je suis très heureux. Félicitations. » Il but un verre d'eau d'un trait pour cacher ses tremblements, mais la sueur perlait déjà sur son front. Je lus son âme sombre à cet instant. Il était terrifié. Cette grossesse n'était pas dans ses plans. C'était une variable dangereuse qui pouvait détruire tout ce qu'il essayait de cacher. Aneya avait utilisé le bébé comme sa dernière carte pour le forcer à assumer sa responsabilité, ou du moins pour lier Tavon et s'assurer une porte de sortie. Je levai mon verre d'eau et d'une voix calme mais pleine de double sens, m'adressai à Aneya. Félicitations à vous deux. Quelle grande joie, Anna. Une grossesse est quelque chose de très important. Assure-toi d'aller à tous les examens pour savoir exactement de combien de semaines tu es enceinte et prends bien soin de toi. En m'entendant mentionner les semaines de gestation, Aneya sursauta. Son visage pâlit. Elle se pencha précipitamment pour boire de la soupe, évitant mon regard inquisiteur. Le repas continua au milieu des rires de mes parents et de Tavon. Mais sous la table, les jambes tremblaient de peur, et dans le cœur de chacun, une tempête commençait à se former. Après la fin de la fête, nous dîmes au revoir à mes parents et rentrâmes à la maison. Maintenant, la nuit, l'intérieur de la voiture de luxe de mon mari sombra dans un silence dense et lourd, à tel point que le ronronnement du moteur et le bruit des pneus sur l'asphalte mouillé pouvaient être entendus. Cash conduisait les mains agrippées au volant, les jointures blanches de tension. Son regard était fixé sur la route, mais je savais que son esprit était le chaos. L'impact de la nouvelle du déjeuner ne s'était pas encore dissipé. La grossesse était comme un rocher qui lui pesait sur la poitrine, rendant la respiration difficile. Moi, sur le siège passager, je penchai la tête en arrière et fis semblant de dormir, mais en réalité, j'observais chacun de ses gestes. Je savais qu'il était embourbé dans l'incertitude, se demandant à qui était cet enfant, à Tavon ou le résultat de ses siestes torrides dans un motel avec Aneya. Ce doute le rongeait, le transformant en un lâche pathétique. Je rompis le silence tendu. Ma voix, bien que douce, résonna dans l'espace confiné, faisant sursauter Cash comme s'il avait reçu un choc électrique. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas, chérie? Je viens d'appeler ton nom. Pas besoin de paniquer comme ça. Cash déglutit, essayant de garder son calme. Non, c'est juste que j'étais concentré sur la route. Qu'est-ce que tu voulais? Je me tournai pour le regarder de profil. La lumière jaunâtre des lampadaires filtrant par la fenêtre révéla des gouttes de sueur sur sa tempe, malgré l'air conditionné froid. Je souris. Un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Je suis si heureuse pour Aneya et Tavon. Bien que ce soit étrange, tu ne trouves pas? Tavon passe sa vie loin pour le travail. Ils se sont à peine vus. Mais quel coup au but, hein? Un cadeau du ciel.
Mon commentaire fut comme une flèche empoisonnée directement à sa peur la plus profonde. Cash fit une embardée, et la voiture vacilla un instant avant de retrouver sa stabilité. Eh bien, ce sont des jeunes mariés. Ces choses arrivent. Sûrement que c'était pendant une des visites rapides de Tavon à la maison. Sa voix était un murmure essoufflé. Il n'osait pas me regarder. Je continuai mon attaque avec le même ton innocent, mais si je me souviens bien, Tavon est parti depuis presque un mois et vient de rentrer hier, et Aneya a dit qu'elle était enceinte de plusieurs semaines. Je n'ai pas oublié de lui demander. Demain, je l'appellerai pour lui dire de faire une échographie détaillée. Avec la technologie d'aujourd'hui, tu peux savoir le jour exact de la conception pour voir si ça coïncide avec le retour de Tavon, de peur qu'il n'y ait une confusion, et que le pauvre soit contrarié. Cash devint muet, n'osant rien dire de plus. Je vis sa pomme d'Adam faire des va-et-vient. Son visage était pure tension. Il avait peur que la vérité éclate. Si la grossesse coïncidait avec l'absence de Tavon et les jours où lui et Aneya se rencontraient en secret, ce serait la sentence de mort pour son honneur et sa vie. Je me tournai pour regarder par la fenêtre, observant les lumières de la ville défiler, et souris intérieurement. Son silence était la réponse la plus claire. Il ne voulait pas de cet enfant. Pour lui, c'était un désastre, la preuve vivante de son péché. Pour Aneya, c'était une bouée de sauvetage. Les deux complices commençaient à avoir des intérêts opposés, et c'était la fissure par laquelle je m'infiltrerais pour détruire leur alliance diabolique. Dis donc, dis-je juste avant d'entrer dans le garage avec une voix légère comme l'air. Le visage d'Aneya ne semblait pas celui d'une femme heureuse de sa grossesse. On aurait dit qu'elle avait peur de quelque chose. Tu n'as pas eu cette impression? Cash ne répondit pas. Il appuya juste sur l'accélérateur et la voiture se lança dans le garage sombre de la même manière qu'il se lançait tête baissée dans une impasse dans sa propre vie. Après cette nuit, l'atmosphère, tant dans ma maison que chez Tavon, devint étrangement tendue. Tavon continuait de flotter sur son nuage de paternité, m'appelant tous les jours pour me parler des envies d'Aneya. Il la traitait comme une reine. Pendant ce temps, Aneya et Cash, les deux coupables, vivaient dans l'enfer qu'ils avaient eux-mêmes créé. Je savais qu'Aneya utilisait la grossesse pour faire pression sur Cash. Elle voulait de la sécurité, de l'argent ou même un statut. Et Cash essayait par tous les moyens de nier sa responsabilité et de se débarrasser de ce fardeau. Assise dans mon bureau, je regardais l'échographie qu'Aneya avait postée sur Facebook avec un message ambigu, un cadeau de Dieu. Maman te protégera coûte que coûte. Je souris avec dédain. Le protéger coûte que coûte ou l'utiliser pour faire chanter son amant. J'avais besoin de savoir avec certitude qui était le père, mais je ne pouvais pas agir directement. Je ne pouvais pas emmener Aneya faire un test de paternité. Cela les alerterait et blesserait Tavon prématurément. J'appelai Mika. Michaela, j'ai besoin de ton aide. Tu connais quelqu'un à la clinique où Aneya va pour ses examens? J'ai besoin d'accéder à son dossier médical, mais en toute discrétion. Mika soupira à l'autre bout du fil. Qu'est-ce que tu prévois? Voler son dossier? C'est un crime. Tu es folle? Je souris amèrement. Non, j'ai juste besoin d'une donnée. La date prévue d'accouchement. De là, je peux déduire la date de conception. J'ai besoin d'une excuse pour que Tavon commence à se douter par lui-même. Si je lui dis maintenant, il ne me croira pas. Il est aveuglé par l'amour. Michaela se tut un instant puis accepta. En attendant l'information, je commençai à exécuter mon plan pour les diviser. Je savais que Cash était terrifié. Il craignait qu'Aneya ne fasse quelque chose de fou et ne raconte tout s'il ne répondait pas à ses exigences. Je devais pousser cette peur à la limite. Cette nuit-là, tandis que Cash fumait sur le balcon, je lui apportai un jus d'orange avec un ton plein d'inquiétude. Chérie, aujourd'hui je suis passé voir Aneya et elle pleurait inconsolablement. Elle dit qu'elle a le stress de la grossesse, qu'elle a peur que Tavon ne croie pas que l'enfant est le sien parce qu'il est parti si longtemps. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter que Tavon est un amour, mais elle continuait de marmonner des choses bizarres comme si quelqu'un la forçait à avorter, que quelqu'un ne voulait pas prendre ses responsabilités. Je n'ai rien compris. Tu crois qu'elle nous cache quelque chose? En entendant mes mots, la cigarette lui tomba des mains. Il se retourna brusquement, le visage pâle comme la cire. Elle a dit ça? Qui l'a forcée à avorter? Je haussai les épaules avec le visage le plus innocent du monde. Je ne sais pas. Elle pleurait juste et disait ça.
Ça m'a paru très étrange. Qui voudrait qu'elle avorte? Ma phrase laissée en suspens fit Cash se mettre à trembler. Il se tira les cheveux, faisant les 100 pas d'un côté à l'autre comme un animal blessé. Il pensait qu'Aneya prévoyait de le trahir, de l'exposer à moi par allusion. La peur d'être découvert le remplit de ressentiment envers elle. Il commença à la voir comme une femme dangereuse et traîtresse dont il devait se méfier. D'un autre côté, j'agissais aussi sur Aneya à partir d'un faux profil. Je lui envoyais un message anonyme. Ton amant essaie d'échapper à ses responsabilités. Il cherche des avocats pour cacher ses biens et prévoit de divorcer pour partir à l'étranger. Toi et ton fils n'êtes qu'un obstacle. Fais attention. Aneya en recevant ce message allait devenir folle. Elle penserait que Cash la trompait, qu'il prévoyait de les abandonner pour se sauver. La méfiance, la peur et l'avidité rongeaient leur relation illicite. Ils n'étaient plus amants, mais ennemis. L'un voulait utiliser le bébé comme une arme. L'autre le voyait comme une catastrophe, et moi, au milieu, je n'avais qu'à attiser un peu le feu, pour que cette alliance soit consumée dans les flammes de sa propre trahison. Pendant que l'incendie dans ma maison se propageait en silence, mon brillant ami avocate m'apporta une autre nouvelle choquante, une nouvelle qui me fit réaliser que l'homme avec qui j'avais partagé ma vie n'était pas seulement un adultère sans scrupules, mais un véritable criminel économique. Ce midi-là, Mika me retrouva dans son bureau. Elle posa un épais dossier sur la table, me regardant avec une expression grave et compatissante. Zara, prépare-toi. Le problème n'est pas seulement qu'il ait utilisé l'argent de la maison pour entretenir sa maîtresse. C'est bien pire. J'ouvris le dossier. Des chiffres, des contrats et des factures dansèrent devant mes yeux. C'étaient les preuves que Cash utilisait son poste de responsable des achats pour conspirer avec des fournisseurs, gonfler les prix et recevoir des commissions faramineuses. Cet argent n'allait pas sur son compte, mais était détourné par des comptes fantômes vers un fonds noir qu'il avait créé pour ses propres fins. Regarde ça, dit Mika en montrant un virement marqué en rouge. Cet argent provient d'une entreprise de construction. Il a été transféré sur le compte de sa mère avec la mention en remboursement de prêt, mais en réalité, c'est sa commission de 10% pour un contrat de ciment le mois dernier. Au cours des 2 dernières années, il a détourné près d'1 million de dollars. Zara, c'est de l'abus de confiance. C'est un crime très grave. Si l'entreprise le découvre, non seulement ils le vireront, mais il pourrait finir en prison pendant des années. J'écoutais Michaela avec un bourdonnement dans les oreilles. Je sentais le sol s'ouvrir sous mes pieds. Je savais que Cash était gourmand, qu'il avait ses combines, mais je n'avais jamais imaginé qu'il était si imprudent et stupide. Il risquait sa carrière, son honneur et sa liberté pour une ambition sans bornes. À quoi utilisait-il cet argent sale? Pour acheter une maison à Aneya? Pour vivre une vie de luxe? Ou pour préparer un avenir sans moi? La rage me consumait. Mais ce n'était plus la jalousie d'une femme trahie. C'était le mépris d'une femme d'affaires honnête envers un fraudeur. Pendant 10 ans, j'avais construit ma réputation. Je lui avais toujours appris à vivre dignement, à gagner de l'argent par son propre effort. Et pendant ce temps, dans mon dos, il se consacrait à ses affaires louches. Non seulement il m'avait trahi, mais il avait trahi les valeurs les plus élémentaires d'un être humain. Je fermai le dossier et pris une profonde inspiration pour me calmer. Merci, Mika. C'est la sentence de mort dont j'avais besoin. Je pensais qu'un divorce et la division des biens suffiraient, mais maintenant non, je ne vais pas le laisser s'en tirer à bon compte. S'il a osé le faire, il devra faire face aux conséquences. Je vais garder ça, et au moment opportun, je lui montrerai combien coûte la cupidité. Je quittai le bureau et conduisis sans but dans la ville, regardant les gens aller et venir. Je me souvenais des débuts de notre mariage. Nous étions pauvres, mais heureux. Nous mangions des nouilles instantanées et rêvions d'une petite maison. Maintenant, nous avions une grande maison. Nous ne manquions pas d'argent. Mais les gens avaient changé au point de devenir méconnaissables. Cash s'était laissé aveugler par l'argent et le désir. Il avait brûlé le pont qui le reliait à la décence. En arrivant à la maison, je vis Cash regarder la télévision, essayant de paraître calme, mais avec un regard agité. Je le regardais et ne ressentis plus rien pour lui, seulement du dégoût et de la pitié pour une vie gâchée. Il ne savait pas encore que la faux pendait au-dessus de sa tête, et que celle qui la maniait était la femme qu'il avait toujours sous-estimée. Cet après-midi-là, le soleil de la fin de l'automne projetait une faible lumière dorée sur l'asphalte, incapable de dissiper le froid mordant.
Assise dans mon bureau à la maison, une tasse de café froid à la main, je regardais l'écran de mon téléphone où apparaissait le numéro de Tavon. Je pris une profonde inspiration, retenant un soupir, et me dis que c'était une médecine amère, mais nécessaire. Une douleur aiguë, mais meilleure que de laisser mon frère vivre trompé pour le reste de sa vie. J'appuyai sur le bouton d'appel. Cela sonna à peine 2 fois quand la voix joyeuse et insouciante de Tavon répondit « Salut, Zara, quoi de neuf ?» Je pensais justement emmener Aneya manger un bon barbecue ce soir. En entendant le bonheur dans sa voix, j'eus l'impression qu'un couteau se tordait dans mes entrailles, mais je me forçai à paraître calme et attentive. « Salut, Tavon. J'appelle juste pour savoir comment vous allez. Dis-moi, l'autre jour, je me suis souvenu de quelque chose. La clinique privée où Aneya va, je crois que je connais quelqu'un qui y travaille, une amie du lycée qui est maintenant infirmière en chef, elle s'appelle Kesha. Je ne sais pas si Aneya la connaîtrait. » Il y eut un bref silence à l'autre bout. Tavon demandait probablement à sa femme. Puis j'entendis à nouveau sa voix, enthousiaste. « Waouh, quelle coïncidence. Laisse-moi lui demander. Chérie, Zara dit qu'elle a une amie qui est infirmière en chef à ta clinique. Elle s'appelle Kesha. Ça te dit quelque chose ?» Je retins ma respiration, imaginant le visage d'Aneya perdre sa couleur à cet instant. Après environ 10 secondes de silence, la voix de Tavon résonna à nouveau, cette fois avec une nuance de doute. Elle dit que ça ne lui dit rien, qu'elle va aux examens et c'est tout. Elle ne fait pas attention au nom. Pourquoi tu demandes ? Je souris légèrement, ma voix chargée d'une fausse inquiétude, mais d'un poids considérable. Oh, c'est juste que je pensais que si c'était un endroit de confiance, c'était mieux. J'allais appeler Kesha pour lui demander de garder un œil sur Aneya, de bien prendre soin d'elle. Et tant qu'à faire, de vérifier son dossier pour voir comment vont les tests, la date d'accouchement exacte pour qu'on puisse mieux se préparer. Avec des gens que tu connais, tu es toujours plus tranquille. Kesha est très méticuleuse. Rien ne lui échappe. Ma phrase, rien ne lui échappe, fut comme une flèche en plein dans le mille. J'entendis un bruit à l'autre bout du fil, comme si quelque chose était tombé. La voix de Tavon sonna alarmée. Attention, ma chérie. Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as fait tomber ton verre ? Tu t'es brûlé ? La voix d'Aneya arriva, tremblante et pleine de peur. Non, rien ne va. J'ai juste eu un petit vertige. Je souris froidement et ajoutai un autre coup psychologique. Elle a eu des vertiges ? Eh bien, raison de plus pour faire attention. D'accord, j'appelle Kesha tout de suite. Je vais lui dire de vérifier le dossier cet après-midi même et de m'informer. Nous sommes de la famille. Nous devons prendre soin les uns des autres. En entendant cela, je savais qu'Aneya serait morte de peur. Si mon personnage fictif, Kesha, révisait son dossier, elle découvrirait que l'âge gestationnel trahissait une date de conception coïncidant avec l'absence de Tavon et le jour où elle voyait mon mari. D'accord. D'accord, je vais lui dire. Je dois y aller. Aneya ne se sent pas bien, et je vais l'emmener se reposer. Tavon raccrocha à la hâte. Sa voix ne sonnait plus si joyeuse. Maintenant, elle était teintée d'inquiétude. Je posai le téléphone sur la table et regardai par la fenêtre. Des nuages gris s'accumulaient, obscurcissant le ciel. Je savais qu'à l'autre bout du fil, Aneya vivait les moments les plus terrifiants de sa vie. Elle n'oserait pas me laisser demander une révision. Elle essaierait de l'empêcher à tout prix. Et la seule façon de le faire était de chercher son complice pour planifier une stratégie. Le poisson avait mordu à l'hameçon. Maintenant, je n'avais plus qu'à attendre qu'il se débatte pour révéler son erreur fatale. Comme je l'avais prévu, la panique d'Aneya atteignit son apogée. Elle ne pouvait pas rester assise à attendre sa fin. Immédiatement après mon appel, le traceur GPS que j'avais secrètement placé sous la voiture de Cash commença à bouger. Le signal clignotait sur mon téléphone comme le cœur battant des deux coupables. Cash quitta le bureau plus tôt que d'habitude sous prétexte d'une réunion importante, mais il ne se dirigea pas vers le centre-ville. Au lieu de cela, il conduisit à toute vitesse vers la périphérie où il y avait des salons de thé et des restaurants discrets et isolés. Moi, dans ma voiture, garée à une certaine distance de la sortie de son bureau, je suivais silencieusement le point rouge sur l'écran de mon téléphone. Il commença à pleuvoir. De grosses gouttes frappaient le pare-brise, créant une atmosphère sombre. Je conduisais automatiquement avec un cœur vide, comme si j'assistais aux funérailles de mes 10 ans de mariage.
La destination finale de Cash était un endroit caché appelé le Salon du Lotus dans une ruelle de la périphérie, un lieu avec des cabines VIP privées et des jardins luxuriants, parfait pour des rendez-vous secrets ou pour que les coupables élaborent leurs plans. Je me garai à une distance prudente, assez pour ne pas être découverte, mais avec une visibilité sur l'entrée. 15 minutes plus tard, un Uber arriva. Aneya en sortit, couverte d'un imperméable et d'un masque, l'air furtif. Elle regarda des deux côtés et se précipita à l'intérieur. En voyant la scène, je ressentis un mélange de rire amer et de pitié. Deux personnes qui avaient juré amour éternel à leur partenaire se cachaient maintenant comme des rats, craignant la lumière et la vérité. Je restai dans la voiture, le moteur éteint. Le froid extérieur commençait à s'infiltrer, mais je ne le sentais pas. Dans mon esprit, j'imaginais la conversation qui se déroulait à l'intérieur. Sûrement Aneya pleurait, blâmait Cash, exigeant qu'il assume la grossesse ou qu'il me fasse taire. Et Cash, ce lâche, devait être désespéré à chercher des excuses pour éviter sa responsabilité. L'égoïsme et la peur les conduiraient à s'attaquer l'un l'autre. Et ce serait le moment où le rideau tomberait. Je sortis mon téléphone et tapai un message. Mes doigts glissèrent sur l'écran, chaque lettre aussi tranchante qu'un couteau. Je ne l'envoyai pas immédiatement. Je l'enregistrai dans les brouillons, attendant le moment parfait. J'avais besoin d'un témoin oculaire, quelqu'un pour voir la réalité brute de ses propres yeux, pour que la douleur coupe tout lien, pour que personne ne puisse mentir ou tromper plus longtemps. Le temps passait lentement. La pluie continuait de tomber. Je regardais ma montre. Plus de 30 minutes s'étaient écoulées depuis qu'Aneya était entrée. Assez de temps pour une dispute, pour des confessions, et pour que ma patience se transforme en action. Je pris une profonde inspiration. Je retrouvai mon calme. Tavon était sur le chantier de construction, supervisant le coulage du béton avant la tombée de la nuit. Le bruit de la bétonnière et les cris des ouvriers l'absorbaient complètement. Soudain, son téléphone vibra dans sa poche. Il essuya ses mains couvertes de ciment sur son pantalon et le sortit. Un message d'un numéro inconnu. Il était sur le point de le supprimer, pensant que c'était un spam, mais la première ligne le laissa paralysé, le cœur serré. Votre femme Aneya et votre beau-frère Cassius se rencontrent secrètement au Lotus Lounge, cabine VIP 3. Allez-y maintenant et découvrez l'enfant de qui votre femme est enceinte. Ne soyez pas le fou qui élève le fils d'un autre homme. Tavon lut le message 3 fois. Chaque mot était comme un forêt dans son cerveau, paralysant ses sens. Il ne pouvait pas le croire. Aneya, sa douce et bonne épouse qu'il aimait plus que sa propre vie. Cassius, son beau-frère respecté, qu'il aidait toujours. Comment pouvait-il lui faire une chose pareille? Mais son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Le soupçon, qui avait déjà commencé à grandir avec les allusions de sa sœur, brûlait maintenant fortement. Tremblant, il appela Aneya. Le téléphone sonna encore et encore, mais personne ne répondit. Il appela Cassius. Le même résultat. Le téléphone était éteint ou hors de portée. Leur silence était la plus claire des confessions. Le sang lui monta à la tête. Il jeta son casque de chantier par terre et cria aux ouvriers, « C'est tout pour aujourd'hui. » Tout le monde rentre chez soi. Sans plus d'explication, il courut vers sa moto et démarra comme un fou. Malgré la pluie et l'asphalte glissant, une seule pensée occupait son esprit, il devait y aller. Il devait le voir de ses propres yeux. Les images heureuses de sa famille, le sourire d'Aneya, les tapes encourageantes de Cassius, tout s'effondrait dans son esprit, se transformant en fragments coupant, déchirant son cœur. Le trajet de 6 miles lui sembla une éternité. Il conduisait, hurlant sous la pluie. Les larmes se mêlaient à l'eau, salées sur ses lèvres. Il priait pour que ce soit une mauvaise blague, qu'en arrivant il ne trouve rien, que sa femme soit à la maison en train de se reposer. Mais sa raison lui rappelait l'étrange comportement d'Aneya, le regard fuyant de Cassius lors du dernier repas de famille. Lorsque sa moto freina brusquement devant le lounge, je vis mon frère depuis ma voiture, trempé, les yeux injectés de sang comme un animal blessé. Sans demander à personne, il fit irruption dans l'établissement avec une fureur qui fit s'écarter les employés, effrayés. Je serrai le volant, le cœur battant à tout rompre, regardant avec douleur mon frère entrer dans le repère de la trahison. Tavon courut comme un tourbillon dans le couloir en bois, ses pas tonitruants couvrant le bruit de la pluie. Il s'arrêta devant la porte de la cabine VIP 3, l'endroit indiqué dans le message. Sa respiration était agitée, sa poitrine se soulevant et s'abaissant violemment.
De l'intérieur venaient les sanglots d'une femme et les cris d'un homme. Des sons si familiers qu'ils le laissèrent paralysé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Zara se doute de quelque chose. J'ai tellement peur. Et si Tavan le découvrait? La voix d'Aneia, tremblante. Tais-toi déjà. Pourquoi n'as-tu pas pris la pilule, et maintenant tu me blâmes? Je t'avais dit d'avorter. La voix de Cassius, froide et cruelle. Tavan n'en pouvait plus. De toutes ses forces, il donna un coup de pied dans la porte. Bang! La porte s'envola, s'écrasant contre le mur. La scène qui se révéla à ses yeux était plus étrange que n'importe quel cauchemar. Sous la faible lumière, Aneia était assise par terre, pleurant, ses vêtements en désordre. Cassius se tenait devant elle avec une liasse de billets à la main, sur le point de les lui jeter. En voyant Tavan dans l'embrasure de la porte, trempé, les yeux rouges comme l'enfer, ils restèrent pétrifiés. Tavan, balbutia Aneia, pâle comme un fantôme. Cassius laissa tomber les billets, qui volèrent sur le sol. Il resta bouche ouverte, tremblant, incapable d'articuler un mot. Tavan regarda les deux personnes qu'il aimait le plus au monde avec une boule dans la gorge. La douleur était si immense qu'elle le paralysait. Seuls ses yeux laissaient couler deux rivières de larmes brûlantes. Pourquoi? Pourquoi vous deux? Pourquoi m'avez-vous fait ça? Cria-t-il dans un gémissement déchirant. Il se jeta sur Cassius, non pas pour le frapper, mais pour l'attraper par le col de sa chemise et le plaquer contre le mur. Tu es mon beau-frère, mon frère. Comment as-tu pu coucher avec ma femme? Comment as-tu osé? Cassius, terrorisé, essaya de se dégager, suppliant, Tavan, calme-toi. Laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est elle qui m'a séduit. L'excuse lâche de Cassius fut la goutte d'eau. Tavan le frappa au visage. Poh! Du sang gicla du nez de Cassius, et il tomba au sol, gémissant. Aneia cria et s'accrocha aux jambes de Tavan. Ne le frappe pas, s'il te plaît. C'était ma faute. Il m'a forcé. Tavan regarda la femme agenouillée à ses pieds, celle qu'il avait autrefois juré de protéger. Maintenant, elle lui inspirait un dégoût infini. Il la repoussa du pied. Va-t'en. Ne me touche pas. Tu me rends malade. L'enfant que tu portes est un bâtard, un déchet. J'assistais à toute la tragédie depuis l'embrasure de la porte et les larmes coulaient sur mes joues. Je ne ressentais aucune satisfaction, seulement une douleur immense pour mon frère. La vérité était apparue à un prix trop élevé. J'entrai dans la pièce. Ma voix, froide et ferme, résonna au milieu du chaos. Ça suffit, Tavan. Laisse-le. Le frapper ne fera que te salir les mains. Laisse la loi et leur conscience les punir. Mon apparition laissa tout le monde stupéfait. Cassius me regarda avec des yeux gonflés. Aneia baissa la tête, n'osant pas me regarder. Tavan se tourna vers moi et s'effondra, pleurant comme un enfant. Il courut dans mes bras, tremblant. Je caressai le dos trempé de mon frère tout en regardant Cassius et Aneia avec mépris. Préparez-vous. Le rideau est tombé. L'air dans la cabine VIP sentait l'humidité et la pourriture des mensonges fraîchement découverts. Les sanglots d'Aneia résonnaient, mais plus personne n'éprouvait de compassion. Agenouillée sur le sol froid, elle s'accrocha au pantalon de Tavan, suppliant. Tavan, crois-moi, s'il te plaît. Je n'ai jamais voulu te trahir. C'est lui. C'est Cassius qui m'a forcé. Il a menacé de te ruiner, de te laisser sans emploi. Je l'ai fait pour toi, pour protéger notre famille. Moi, appuyé contre le chambranle de la porte, j'observais la performance pathétique avec une grimace de dédain. L'impudeur humaine n'a pas de limite. Cassius, le nez en sang, entendant Aneia le blâmer pour tout, explosa. Menteuse. Qu'est-ce que tu racontes? Que je t'ai forcé? C'est toi qui m'as cherché, qui m'as dit que ton mari était inutile au lit et ne te satisfaisait pas. Il donna un coup de pied à Aneia, qui tomba, se cognant la tête contre la table, mais elle se releva, échevelée comme une furie, et se lança pour le griffer. Lâche, misérable. Quand tu prenais du plaisir, tu m'appelais ton amour, ton trésor, et maintenant qu'on est pris, tu t'en laves les mains. Tu m'as dit que ta femme était un bout de bois, que tu en avais marre de cette vieille femme. Ceux qui, quelques minutes auparavant, étaient des amants passionnés étaient maintenant en train de se déchirer, révélant leurs secrets les plus sales.
Tavan, au milieu de la tempête, les regardait avec des yeux vides. La déception avait touché le fond. Ça suffit, cria-t-il. Sa voix, rauque mais imposante, les fit taire. Vous jouez très bien. Mieux que dans un feuilleton. Vous aussi. Je n'étais qu'un clown, un imbécile à manipuler, n'est-ce pas? Cassius se traîna jusqu'à lui. Tavan, écoute-moi. Cette femme est une harpie. Je n'ai eu qu'un moment de faiblesse. Tavan recula, le regardant avec dégoût. Tais-toi. Ne prononce pas mon nom avec ta bouche sale. Fraternité? Un frère couche avec ta femme et te transforme en cocu qui élève son enfant? Cassius resta sans voix. Aneia recommença à pleurer. Tavan, notre fils. Pense à notre fils. Le regard de Tavan se posa sur le ventre d'Aneia. Il hésita un instant, mais ensuite il devint glacial. Es-tu sûr que c'est mon fils et non celui de ce misérable? Et même si c'était le cas, une mère aussi menteuse et volage que toi ne mérite pas de l'élever. La phrase fut le coup de poignard final. Aneia s'effondra, pleurant en silence. La luxueuse cabine était maintenant un champ de bataille désolé, plein des restes de confiance et d'honneur, imprégné de l'odeur de trahison et de désespoir. Tavan serra les poings, sur le point d'exploser à nouveau. Je savais qu'il était temps d'intervenir. Je ne pouvais pas permettre à mon frère, dans un accès de rage, de se retrouver avec des problèmes juridiques. Tavan, arrête, dis-je, me plaçant entre lui et Cassius. Ça n'en vaut pas la peine. Il ne mérite pas que tu ruines ton avenir pour lui. Tavan me regarda avec des yeux pleins de larmes. Zara, ça fait trop mal. Je les déteste. Je le serrai dans mes bras. Je sais, mais allons-y, rester ici ne fera que nous blesser davantage. Je m'occuperai de la punition. Je te promets qu'ils ne resteront pas impunis. Mon calme sembla le rassurer. Il posa sa tête sur mon épaule, s'effondrant. Je me tournai vers Cassius et Aneia, qui étaient blottis dans un coin. Mon regard était pur mépris. Je sortis mon téléphone. Avez-vous fini votre performance? Eh bien, écoutez bien. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez dit aujourd'hui, et même vos rencontres dans mon propre lit, j'ai tout enregistré. En entendant le mot enregistré, le visage de Cassius se décomposa. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu as tout enregistré. Je souris froidement. Non seulement ça, j'ai 2 minutes de vidéo de vos ébats dans mon lit conjugal, vos chats dégoûtants, les virements bancaires. J'ai tout. Je pensais garder un minimum de respect pour vous, mais je vois que vous ne le méritez pas, alors ne me blâmez pas d'être cruel. Aneia s'évanouit, ou fit semblant. Cassius s'affala sur une chaise, trempé de sueur. Il savait qu'avec ces preuves, sa vie et sa carrière étaient terminées. Je pris Tavan par le bras et leur tournai le dos. Allons-y, Tavan. Laissons-les se dévorer dans leur propre boue. Dans notre maison, il n'y a pas de place pour des gens comme ça. En quittant le lounge, la pluie avait diminué, mais le vent froid soufflait toujours. Tavan marchait à côté de moi comme un automate. Je ne l'emmenai pas à son appartement ni chez mes parents. Je conduisis jusqu'à l'appartement de Makada. C'était l'endroit le plus sûr où il pouvait se défouler sans que personne ne le voie et où je lui montrerais la vérité la plus crue pour qu'il ouvre complètement les yeux. Je le voyais pleurer silencieusement dans le rétroviseur. Mon âme souffrait, mais je savais que c'était une douleur nécessaire. Il devait souffrir jusqu'au fond pour pouvoir enlever cette tumeur et recommencer. Courage, mon frère, pensais-je. Après la tempête, le soleil se lève toujours. L'appartement de Makada au 25e étage était un havre de paix. Mika avait préparé une chambre et une théière chaude. Sans poser de questions, elle nous laissa seuls. Tavan était assis sur le canapé, tremblant avec un regard perdu. Je savais que les mots de réconfort seraient inutiles. Il avait besoin d'une dose de réalité. Tavan, regarde ça, dis-je, lui montrant la vidéo de 2 minutes. Son expression passa de l'égarement à l'horreur et finalement au dégoût le plus profond. Dans la vidéo, sa douce femme gémissait sous le corps de son beau-frère, insultant son propre mari. Tavan n'en put plus. Il écarta le téléphone d'un revers de main et courut à la salle de bain pour vomir. Il vomit la bile, la confiance et l'amour aveugle qu'il lui avait professé. Je le regardais depuis la porte, le cœur serré. Sa douleur me faisait mal, mais je me sentais soulagé qu'il connaisse enfin la vérité.
Quand il sortit, son visage était pâle et émacié, mais ses yeux avaient changé. Il n'y avait plus de faiblesse, mais une flamme de haine et de détermination froide. Zara, je me suis trompé. J'ai été stupide. Je me suis tué à travailler pour lui offrir une meilleure vie, et elle m'a traité comme un imbécile. Je lui pris la main. Ce n'est pas ta faute. La faute incombe à la méchanceté des gens. Maintenant, tu dois être fort et résoudre ça. Qu'est-ce que tu comptes faire avec Aneya? Tavan resta silencieux un instant, puis me regarda avec une détermination d'acier. Divorce immédiat. Je ne veux plus jamais la revoir. L'enfant. Si c'est le mien, je m'en occuperai. Sinon, je les mettrai tous les deux à la rue. J'acquiesçai, admirant sa fermeté. Bien. Je vais t'aider avec les démarches. Et quant à Cassius, il ne s'en tirera pas non plus à bon compte. Demain, il saura ce qui l'a frappé. Cette nuit-là, nous restâmes ensemble en silence. La tempête était passée et bien que l'aube apporterait plus de batailles, nous savions que la justice était de notre côté. Le lendemain matin, je me réveillai avec une clarté mentale inhabituelle. Pendant que Tavan dormait, je rencontrai Mika dans le salon. Sur la table se trouvait un dossier scellé, l'arrêt de mort pour la carrière et la vie de Cassius avec toutes les preuves que nous avions collectées. Tout est prêt, Makada, demandai-je. Elle hocha la tête, poussant le dossier vers moi. Tout est prêt. La plainte est rédigée, adressée au conseil d'administration, au comité d'audit et au syndicat de son entreprise. J'ai joint une clé USB avec tous les enregistrements, photos et relevés bancaires. J'ai juste besoin de ton approbation pour l'envoyer. Je n'hésitais pas une seconde. Envoie-le. Qu'il goûte la saveur de l'échec le plus amer. Mika sourit, et d'un clic, la bombe fut activée. Moins de 2 heures plus tard, la chaîne des événements se déclencha. L'entreprise convoqua une réunion d'urgence. Ils appelèrent Cassius au bureau du PDG. En sortant, son visage était un poème. Il tenait la lettre de suspension sans salaire à la main. Immédiatement après, des gardes de sécurité l'escortèrent pour qu'il récupère ses affaires et l'expulsèrent du bâtiment devant le regard stupéfait et les murmures de centaines d'employés. Sa réputation, construite avec tant d'efforts, vola en éclats en un instant. La nouvelle de son infidélité et de sa corruption se répandit comme une traînée de poudre. Son nom devint synonyme de trahison et de déshonneur. Les partenaires lui tournèrent le dos. Les amis l'évitèrent. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des appels de créanciers et des messages de mépris. Moi, depuis la maison de Mika, je savourais une tasse de thé, imaginant sa situation pathétique avec une sensation de légèreté. Ma punition ne faisait que commencer. Cet après-midi-là, je reçus un appel d'un numéro inconnu. C'était Cassius. Je ne répondis pas. Je le laissai sonner jusqu'à ce qu'il coupe, puis je bloquai le numéro. Je ne voulais pas entendre ses suppliques. La justice, tant professionnelle que personnelle, venait à peine de commencer son cours. Je me levai et allai réveiller Tavan. Lève-toi, mon frère. La journée ne fait que commencer. Nous avons beaucoup à faire. Ce midi-là, alors que j'organisais des papiers, la sonnette retentit avec insistance. En ouvrant, je trouvai 2 hommes d'une banque. Ils me remirent un avis de saisie. Le montant me laissa sans voix, $300,000. La maison, notre maison, avait été hypothéquée par Cassius à mon insu 6 mois auparavant. Je me souvins du jour où il m'avait donné une liasse de papiers en me disant qu'ils étaient pour une garantie d'entreprise. Lui faisant confiance, j'avais signé sans lire. Et maintenant, cette signature me faisait face à la ruine. À quoi avait-il dépensé cet argent? Dans des luxes pour Aneya? Dans un appartement à son nom, et dans des investissements ratés en crypto-monnaie? Juste à ce moment-là, Cassius arriva, hagard et empestant l'alcool. En voyant les hommes de la banque, il essaya de fuir, mais je me tins sur son chemin. Où vas-tu? Entre et affronte les conséquences de tes actes. $300,000. Tu es incroyable. Cassius s'agenouilla, pleurant et suppliant. Zara, sauve-moi. Paie la dette, s'il te plaît. S'ils prennent la maison, nous serons à la rue. Je le regardais avec un dégoût infini. Il n'y a pas de nous. Je vais vendre cette maison pour payer la dette. Je garderai le reste en compensation pour ma jeunesse perdue, et toi, tu partiras les mains vides.
Tu as hypothéqué ma confiance, et maintenant tu paieras avec ta vie. Il savait que j'étais sérieuse. Je n'étais plus la femme soumise qu'il pouvait manipuler. J'étais la créancière de sa vie. Pendant ce temps, Tavan retourna à son appartement et mit toutes les affaires d'Aneya dans 2 valises. Quand elle arriva, elle trouva ses affaires dans le couloir sous la pluie. « Tavan, tu me mets à la porte ? » « Je suis enceinte, » cria-t-elle, pleurant. Il la regarda avec une froideur glaciale. « N'utilise pas l'enfant comme excuse. Va chez tes parents ou chez ton amant. Cette maison n'est pas un refuge pour les femmes adultères. » Il lui claqua la porte au nez, la laissant seule avec son humiliation. Désespérée, Aneya se rendit à l'appartement que Cassius lui avait acheté, mais le trouva à la porte, ivre et hors de lui. « Salope » cria-t-il, la giflant. « À cause de toi, j'ai tout perdu. » Aneya pleura. « Tu m'as trompé. Tu avais promis de prendre soin de nous. » Cassius rit comme un fou. « Prendre soin de toi. Cet argent venait de l'hypothèque de la maison de ma femme, et maintenant j'ai tout perdu. » Il donna un coup de pied dans ses valises, éparpillant ses vêtements dans la rue. Aneya, assise au milieu du désastre sous la pluie, se mit à rire, un rire amer et glaçant. Elle rêvait d'être une reine et se retrouva enterrée dans une fausse mine d'or. Le lendemain, je donnai rendez-vous à Cassius dans un café près du palais de justice. J'arrivai tôt et posai sur la table la demande de divorce signée et le dossier de preuve. Quand il entra, je le reconnus à peine. Il était hagard, avec de la barbe et de profondes cernes. « Zara, veux-tu vraiment divorcer ? Ne peux-tu pas me donner une chance » supplia-t-il d'une voix brisée. Je pris une gorgée de thé. « Une chance ? Tu as remboursé 10 ans de sacrifice par la trahison, la dette et la corruption. Regarde ce dossier. Si je le remets à la police, combien d'années penses-tu passer en prison ? » Cassius jeta un coup d'œil au papier. Son visage devint cendre. Il s'agenouilla au milieu du café. « Zara, je t'en prie, ne m'envoie pas en prison. Je ferai tout ce que tu voudras. » Je ne ressentis pas la moindre once de pitié. « Lève-toi. Je te donne 2 options, soit tu signes le divorce, tu pars sans rien, et tu me laisses le reste pour payer la dette, soit on se voit au tribunal pénal, et tu perds tout, y compris ta liberté. » Tremblant, il prit le stylo et signa. Sa signature, tordue et tremblante, mit fin à 10 ans de mariage. Il baissa la tête, pleurant, non par regret, mais pour la perte matérielle. Je me levai et partis sans dire au revoir. La nouvelle de notre divorce et du licenciement de Cassius atteignit sa ville natale comme une traînée de poudre. Comme prévu, ma belle-mère fut la première à réagir. Elle se présenta en ville le soir même, furieuse, prête à remettre à sa place la belle-fille qui avait ruiné son fils. « Femme sans cœur! Que as-tu fait à mon fils pour qu'il finisse comme ça ? Un homme peut avoir un écart, et une bonne épouse devrait savoir pardonner et le ramener dans le droit chemin. Mais tu l'as coulé. » Je la laissai se défouler. Je comprenais son aveuglement maternel. Quand elle eut fini, essoufflée, je lui offris un verre d'eau. « Buvez, belle-mère. Et maintenant, avant de me juger, regardez ceci. » Je connectai le téléphone à la télévision et passai la vidéo de 2 minutes, puis les photos, les messages et les relevés bancaires. Au début, elle refusa de regarder, mais les gémissements d'Aneya et la voix vulgaire de Cassius la laissèrent pétrifiée. Elle vit son fils, sa fierté, commettre l'adultère avec sa belle-sœur, détourner des milliers de dollars pour sa maîtresse, pendant qu'elle vivait pauvrement à la maison. Quand tout fut terminé, elle resta silencieuse, pâle, la main sur la poitrine. Les larmes coulaient sur ses joues ridées. « Mon enfant, je ne savais pas qu'il était si misérable. Je suis désolé. Je vous ai mal jugé. Pauvre de vous. » Sa douleur était sincère. Elle aussi était victime des mensonges de son fils. « Vous n'êtes pas à blâmer, belle-mère. La faute est la sienne. Je ne peux pas continuer à vivre avec un homme pareil. » Elle repartit la tête basse, portant la honte. Elle ne défendait plus son fils. La vérité l'avait écrasée. Pour moi, c'était le dernier chapitre. Il était temps de commencer à vivre pour moi-même. Avec le décret de divorce en main, la première chose que je fis fut de mettre l'appartement en vente. C'était une coquille vide pleine de mauvais souvenirs. Je voulais effacer toute trace d'eux, comme exciser une tumeur. Le jour du déménagement, en rangeant mes affaires dans des cartons,
je vis notre photo de mariage, deux jeunes gens souriants se jurant un amour éternel. Quelle ironie! Je ne la déchirai pas. Je la décrochai simplement, la posai contre le mur et la laissai là, un hommage à un passé qui n'existait plus. Je ne pris que ce qui m'appartenait, mes livres, mes plantes, et un cœur plein de cicatrices qui commençaient à guérir. Je remis les clés à un jeune couple, leur souhaitant le bonheur que je n'avais pas trouvé entre ces murs. Avec l'argent de la vente, après avoir réglé la dette, j'achetai une petite maison avec un jardin dans un quartier tranquille en périphérie. J'invitai mes parents et Tavan à vivre avec moi. La première nuit dans la nouvelle maison, allongé dans mon lit, écoutant le chant des grillons, je ressentis une paix que je n'avais pas connue depuis des années. J'avais perdu un mari infidèle et une maison luxueuse, mais j'avais retrouvé mon sommeil. Parfois, une perte est le début de retrouvailles avec soi-même. Après la tempête, mon frère Tavan devint un homme silencieux. Le sourire insouciant avait disparu de son visage, remplacé par un regard profond et mature. Il quitta son ancien emploi, un lieu plein de souvenirs douloureux, et pendant un temps, il s'enferma, consumé par le tabac et le silence. Je ne le pressais pas. Je laissais simplement sa nourriture préférée à la porte et parfois je m'asseyais à côté de lui en silence, pour qu'il sache qu'il n'était pas seul. Un jour, il sortit de sa chambre, rasé et vêtu d'une chemise propre. Il me sourit, un sourire encore fragile, mais vivant. « Zara, je vais bien. Je ne peux pas continuer comme ça. Je dois prendre soin de nos parents et de toi. » Il trouva un nouvel emploi dans une entreprise internationale et s'y plongea, non pour fuir, mais pour se reconstruire. Les week-ends, il aidait mon père au jardin, et les rires remplirent à nouveau la maison. Je savais que sa blessure était en train de guérir. Quant à Aneia, j'appris qu'elle avait donné naissance à un garçon qui était le portrait craché de Cassius. Lui, disparu et harcelé par les dettes, ne lui envoyait pas un centime. La vie d'Aneia était une lutte constante, vendant des vêtements bon marché en ligne tout en endurant les insultes des gens qui l'appelaient l'autre femme. Un jour, Tavan la vit sur un live stream, hagarde et amère. Il la regarda un instant puis éteignit le téléphone avec indifférence. « Chacun récolte ce qu'il sème, n'est-ce pas, ma sœur, me dit-il, et il continua ses affaires comme si elle était une parfaite inconnue. Son calme me rassura. Quand il n'y a plus de haine, cela signifie que le pardon, ou du moins l'oubli, est arrivé. Notre nouvelle maison se remplit de vie. Les dîners devinrent le meilleur moment de la journée, un espace de rire et d'histoires simples sans mensonge ni secret. En regardant ma famille, je ressentis une émotion bouleversante. La tempête avait emporté la pourriture, ne laissant que les fondations solides de l'amour familial. Nous avions survécu ensemble. Un soir, Mika vint nous rendre visite. Assise sur le porche sous un ciel étoilé, elle me dit « Tu es différente, Zara. Plus sereine, plus radieuse. On dit qu'une femme est plus belle lorsqu'elle n'appartient à personne. » Je souris. Ce n'est pas ça. C'est juste que maintenant j'appartiens à moi-même et à ma famille. J'ai perdu beaucoup de temps à courir après des fantômes. Maintenant, je veux vivre l'instant présent. Un dimanche matin, alors que je profitais d'un café et d'un livre dans le jardin, Mika réapparut. Cette fois, elle apportait un plan d'affaires. « Qu'est-ce que tu en dis, patronne ? Vas-tu te reposer pour toujours ? Tu as plusieurs offres importantes sur la table. Des projets à des millions de dollars. » Mes yeux s'illuminèrent. La passion pour mon travail, endormie depuis si longtemps, se réveilla. Bien sûr que oui. J'ai 35 ans. J'ai toute une vie devant moi et des factures à payer. Une femme, avec ou sans homme, a besoin de sa propre carrière et de son propre argent pour marcher la tête haute. Mika hocha la tête. C'est ma fille. Dis, et sérieusement maintenant, regrettes-tu d'avoir été si dur avec eux ? On dit que Cassius travaille comme ouvrier près de la frontière pour fuir ses dettes, et qu'Aneia a à peine de quoi manger. Je posai la tasse de café et la regardai dans les yeux. Regretter ? Jamais. Être cruel envers les méchants, c'est être compatissante envers moi-même. Si je n'avais pas coupé net, ceux qui seraient détruits maintenant seraient mon frère et moi. Le karma est juste, Makada. Celui qui sème le vent récolte la tempête. J'ai juste aidé la récolte à arriver un peu plus tôt. Je regardais le ciel bleu où flottaient paresseusement des nuages blancs. La vie que j'avais devant moi était une toile vierge. Il y aurait peut-être d'autres tempêtes, mais maintenant je me sentais assez forte pour les affronter.
Je n'étais plus la femme faible et dépendante d'hier. J'étais Zara, la femme qui avait traversé l'ouragan et qui peignait maintenant son propre ciel. Avez-vous aimé l'histoire? Et de quelle ville écoutez-vous? Merci beaucoup pour votre doux soutien. J'attends avec impatience vos commentaires sur l'histoire. À l'écran, vous pouvez voir 2 nouvelles histoires de vie que je vous recommande vivement. Il y a tellement plus sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine histoire de vie, avec amour et respect.